Chaque année aux États-Unis, des millions de litres de mousse expansive sont installés. Et derrière ces chiffres se cache une technologie qui ressemble plus à une expérience scientifique qu'à de simples travaux de rénovation. Tout commence avec un camion qui ressemble à une usine mobile et 2 barils de liquide d'apparence banale. Mais dès qu'ils se rencontrent, une réaction se déclenche, capable de multiplier le volume par 100 en quelques secondes. La mousse remplit chaque interstice, transformant les murs en un cocon monolithique qui retient la chaleur et protège de l'humidité. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la manière dont cette technologie est en train de changer l'avenir de la construction. Un camion spécial ou une grande remorque arrive devant la maison. C'est comme une usine mobile sur roues. À l'intérieur se trouvent 2 grands barils, généralement de 55 gallons chacun, et tout un système de pompes, de compresseurs et de réchauffeurs. De ce camion partent 2 longs tuyaux, semblables à de gros flexibles, qui mènent directement à l'intérieur de la maison. C'est dans ces 2 barils que réside tout le secret. Ce n'est pas de la mousse prête à l'emploi, ce sont 2 composants séparés, qui sont en eux-mêmes des liquides assez quelconques. Les techniciens les appellent composant A et composant B. Voyons de plus près ce que sont ces liquides. Le composant A, souvent appelé isocyanate, est, on pourrait dire, l'activateur ou le durcisseur. C'est une substance très réactive qui attend son heure pour lancer le processus. Le composant B est un cocktail bien plus complexe. Il contient une résine polyol, qui est à la base du futur plastique, ainsi que toute une série de substances auxiliaires. On y trouve des catalyseurs, qui agissent comme une allumette enflammant la réaction, la forçant à se dérouler incroyablement vite. Il y a un agent gonflant, une substance spéciale qui, lorsqu'elle est chauffée, se transforme instantanément en gaz, créant des milliards de minuscules bulles qui forment la structure de la mousse. On y ajoute aussi des retardateurs de flamme, des composés qui rendent le produit final résistant au feu. En somme, le composant B est le corps et l'âme de la future mousse, et le composant A est la clé qui déclenche sa transformation. Maintenant, suivons le parcours de ces 2 liquides. Les pompes dans le camion se mettent en marche, aspirant le composant A et le composant B dans des tuyaux séparés. Mais il y a un détail crucial. Les tuyaux sont chauffés. Un système spécial maintient la température des liquides dans une plage très étroite, généralement autour de 130 degrés Fahrenheit. C'est d'une importance capitale, car la bonne température assure une viscosité idéale et garantit que la réaction chimique se déroulera exactement comme prévu. Ces 2 tuyaux chauds s'étendent jusqu'aux mains de l'opérateur, où ils sont connectés à un pistolet de pulvérisation spécial. Ce pistolet n'est pas un simple pulvérisateur, c'est un dispositif de mélange de haute précision. Jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à la chambre microscopique dans la buse du pistolet, les 2 liquides ne se rencontrent jamais. Ils s'écoulent dans des canaux parallèles. Et voici le moment de vérité. L'opérateur, vêtu d'une combinaison de protection qui ressemble à une tenue d'astronaute et d'un masque respiratoire, s'approche d'un mur ouvert avec ses montants en bois. Il appuie sur la gâchette. À cet instant précis, 2 flux de liquide chaud, sous une pression énorme d'environ 1000 livres par pouce carré, se précipitent dans la chambre de mélange de la buse du pistolet. Ils se heurtent l'un à l'autre, se mélangeant instantanément. Et aussitôt, en sortant de la buse, ce mélange est projeté sur la surface du mur. Et là, un véritable miracle commence. Ce qui n'était qu'un brouillard liquide se met à gonfler sous nos yeux. C'est comme la cuisson du pain.
mais en accéléré 100 fois. En quelques secondes, la fine couche de liquide se dilate, augmentant son volume de 30, 60 et parfois même 100 fois. La mousse grandit, remplissant absolument tous les vides, toutes les fentes, les moindres fissures autour des tuyaux, des fils et des poutres en bois. C'est comme un organisme vivant qui enfle et se lève, créant une couche continue et sans joint. Cette réaction chimique est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur. Si vous approchez votre main de la mousse fraîche, vous pouvez sentir une forte chaleur. Parfois, une légère vapeur s'en dégage même. Mais ici, l'histoire se divise en deux, car il existe deux principaux types de cette mousse, et leurs propriétés sont très différentes. Le premier type est appelé mousse à cellules ouvertes. Pendant son expansion, les bulles de gaz qui se forment à l'intérieur éclatent, créant une structure semblable à une éponge. Si on la regarde au microscope, on peut voir un réseau de pores interconnectés. Cette mousse est très légère, souple et élastique. Au toucher, elle rappelle un peu une mousse de polyuréthane dense. Quand elle a complètement expansé et durci, l'excédent qui dépasse des montants se coupe facilement avec un long couteau ou une scie spéciale, laissant une surface parfaitement plane. La mousse à cellules ouvertes est un excellent isolant acoustique. Sa structure spongieuse amortit merveilleusement les ondes sonores. C'est aussi un excellent isolant thermique, mais elle laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'elle respire, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon le climat et la conception du mur. Le deuxième type, c'est la mousse à cellules fermées. C'est une toute autre bête. Au cours de sa réaction, les bulles de gaz formées n'éclatent pas, mais restent intactes, créant une structure composée de milliards de minuscules bulles de plastique isolées les unes des autres et remplies de gaz. Le résultat est un matériau beaucoup plus dense, plus dur et plus solide. Quand la mousse à cellules fermées durcit, elle devient si rigide qu'on peut marcher dessus. Elle ne se contente pas de remplir l'espace. Elle soude littéralement toute la structure du mur, lui ajoutant une rigidité et une résistance considérables. Contrairement à sa sœur ouverte, elle est absolument imperméable à l'air et à l'eau. C'est un pare-vapeur, ce qui en fait le choix idéal pour les fondations, les sous-sols et les endroits où une protection maximale contre l'humidité est requise. Ses propriétés d'isolation thermique, par pouce d'épaisseur, sont bien supérieures à celles de la mousse à cellules ouvertes, car le gaz emprisonné dans les cellules est un meilleur isolant que l'air. Après application et durcissement, on la taille également, mais cela nécessite un outil plus puissant, car elle est beaucoup plus dure. Ainsi, à la fin de la journée, lorsque les techniciens enroulent leurs tuyaux et repartent, à la place des murs vides, il reste quelque chose d'incroyable. Pas un assemblage de morceaux d'isolant séparés, mais un cocon continu, monolithique, parfaitement ajusté à chaque détail de la structure. Ce cocon n'a ni joint, ni raccord, ni interstice par où pourrait s'infiltrer le vent froid en hiver ou l'air chaud en été. Il a transformé un simple mur à ossature en une enveloppe thermique de haute technologie. Tout ce processus, depuis les 2 barils de liquide dans le camion jusqu'à la couche d'isolation finie, dure et incroyablement efficace, ne prend que quelques heures. Et c'est là toute l'essence et la beauté de cette technologie. Elle n'apporte pas un produit fini, elle le crée sur place en l'adaptant parfaitement à la forme et aux besoins de la maison concernée. C'est le summum de l'approche sur mesure dans la construction, où la chimie est au service du confort et de l'efficacité énergétique. Le marché de la mousse expansive aux États-Unis est une industrie énorme qui pèse plusieurs milliards de dollars.
Chaque année, des millions, sinon des milliards, de livres de ces composants chimiques sont injectés dans les murs, les toits et les fondations des maisons américaines. Les experts prévoient qu'il augmentera de 6% par an, ce qui signifie que de plus en plus de gens choisissent cette méthode pour isoler leur logement. Cette croissance n'est pas alimentée par la publicité, mais par des avantages réels que l'on peut littéralement sentir et chiffrer. Chaque année, des milliers de kilomètres d'asphalte neuf sont posés dans le monde. Mais peu de gens savent qu'une grande partie de ce revêtement naît pour la seconde fois. Les vieilles routes ne disparaissent pas simplement. Elles renaissent dans de nouvelles autoroutes, parfois à des milliers de kilomètres de leur première vie. Ici, travaillent des carrières gigantesques, des explosifs, des tombereaux aux roues plus hautes qu'un homme, des usines où la pierre et le bitume se rencontrent dans un feu de 150 degrés. C'est l'histoire de la manière dont la magie de l'ingénierie et un écosystème industriel ferment la boucle, économisant des milliards et les ressources de la planète. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui n'est écrit dans aucun manuel. Pratiquement rien ne se perd. Cet asphalte ancien, une fois broyé, est ensuite ajouté au nouveau mélange à l'usine. En moyenne, le nouvel asphalte posé sur les routes contient environ 22% de matériaux recyclés. L'effet économique et écologique est colossal. D'une part, cela réduit considérablement le besoin d'extraire de nouvelles roches et de produire du nouveau bitume, ce qui économise les ressources naturelles et l'énergie. D'autre part, cela diminue le coût du produit final, permettant d'économiser des milliards de dollars sur les budgets d'entretien des routes. Ainsi, chaque trajet en voiture est un voyage sur un produit d'ingénierie complexe, qui non seulement supporte des charges énormes, mais est aussi un exemple éclatant d'un écosystème industriel où l'ancien se régénère constamment en nouveau, fermant la boucle et rendant les infrastructures du pays un peu plus durables. L'histoire de l'asphalte ne commence pas sur la route, mais dans deux endroits complètement différents. Le premier, c'est une carrière. Une immense blessure à la surface de la Terre, où l'on extrait la roche. Tout commence par une forte explosion qui fait trembler le sol à des kilomètres à la ronde. D'énormes blocs se détachent de la paroi rocheuse. Ensuite, des tombereaux géants, dont les roues sont plus hautes qu'un homme, entrent en action et transportent ces blocs de pierre jusqu'au concasseur primaire. C'est un monstre de métal qui, avec ses mâchoires d'acier, écrase avec une force incroyable d'énormes rochers en plus petits morceaux. Mais ce n'est que le début. Cette pierre passe ensuite par toute une série de concasseurs et de cribles, de gigantesques tamis vibrants. Le but de ce processus n'est pas seulement de broyer la roche, mais aussi de la trier méticuleusement par taille. Le résultat, ce sont des montagnes entières de roches propres et triées, que l'on appelle les granulats. On y trouve de tout, des grosses pierres de la taille d'un poing à de fins gravillons, et même une poussière semblable à du sable. Chaque fraction est stockée dans un tas séparé. C'est un peu comme si, dans votre cuisine, vous aviez de la farine, du sucre, du sel, chaque ingrédient à part, attendant son heure. C'est le squelette du futur asphalte, qui représente 95% de sa masse. Le deuxième endroit où naît l'asphalte, c'est une raffinerie de pétrole. Quand, à partir du pétrole brut, on produit de l'essence, du diesel, du kérosène et d'autres produits légers, tout au fond de la colonne de distillation, il reste une substance épaisse, noire et visqueuse. C'est le bitume. À l'état normal, à température ambiante, il est dur comme de la pierre. On peut le casser au marteau. Mais si on le chauffe, il devient liquide comme un sirop épais.
C'est précisément cette propriété, être solide à froid et liquide à chaud, qui en fait le liant idéal pour notre squelette de pierre. Le bitume, c'est l'âme de l'asphalte, son cœur noir qui lie le tout. Et maintenant, transportons-nous à la centrale d'enrobage. C'est l'endroit où tous les ingrédients se rencontrent. De loin, ça ressemble à un jeu de construction métallique complexe et enchevêtré. De hautes tours silos, des convoyeurs à bandes sans fin, des tuyaux, des citernes et une tour centrale d'où s'échappe de la fumée. C'est une véritable usine qui fonctionne comme un organisme unique et bien huilé. Les différentes fractions de granulats sont acheminées depuis des trémies séparés sur un convoyeur. Mais pas n'importe comment. Tout le processus est contrôlé par ordinateur. L'opérateur dans sa cabine saisit la recette exacte de l'asphalte. Selon l'usage prévu, pour une autoroute à fort trafic ou pour une petite rue tranquille, la recette sera différente. L'ordinateur sait combien de pourcents de grosses pierres, combien de moyennes, combien de fines et combien de poussières sont nécessaires pour un mélange parfait. C'est comme préparer un gâteau complexe, où chaque gramme compte. Ce mélange de pierres entame son voyage vers le haut sur un long convoyeur incliné et pénètre au cœur de l'usine, le tambour sécheur. C'est un énorme et long tube qui tourne lentement, installé avec une légère inclinaison. À l'une de ses extrémités, un puissant brûleur projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme dans le moteur d'un avion à réaction. La température à l'intérieur atteint 150 degrés Celsius. La pierre, en tournant lentement à l'intérieur de ce tambour, se réchauffe et surtout sèche complètement. L'humidité est le principal ennemi d'un bon asphalte. Même une goutte d'eau peut empêcher le bitume d'adhérer solidement à la surface de la pierre. La pierre doit donc être absolument sèche. Après le tambour sécheur, la pierre chaude est débarrassée de son humidité, est hissée par un élévateur, sorte d'ascenseur pour matériaux en vrac, jusqu'au sommet de la tour centrale. Là, elle passe à nouveau à travers un système de tamis pour un dernier tri de contrôle et tombe dans des trémies pour matériaux chauds. Parallèlement, dans des citernes spéciales calorifugées, on chauffe notre liant noir, le bitume. Il est également porté à haute température pour devenir fluide et liquide. Et voici le point culminant. L'ordinateur donne à nouveau l'ordre. Une trémie de pesage mesure avec une précision incroyable la quantité requise de pierres chaudes de chaque fraction provenant des différentes trémies. Puis, dans ce mélange de pierres incandescentes, on injecte une quantité précisément dosée de bitume chaud et liquide. Toute cette masse, pierre et bitume, tombe dans la chambre de mélange, qu'on appelle le malaxeur. C'est comme un mixeur de cuisine géant, sauf qu'à la place des fouets, il a 2 puissants arbres avec des pales métalliques. Ces pales brassent la masse incandescente avec une force énorme. Et en moins d'une minute, chaque caillou, chaque grain de sable est recouvert d'un film fin et brillant de bitume noir. De la chambre sort l'asphalte fini, une masse homogène, fumante, noire, avec une odeur huileuse caractéristique. Maintenant, ce produit chaud et fraîchement préparé doit être conservé jusqu'au moment du chargement. Il est tissé et versé dans des silos de stockage spéciaux, calorifugés. Ils ressemblent à des thermos géants qui peuvent garder l'asphalte chaud pendant de nombreuses heures, parfois même des jours. Des tombereaux se gardent sous ces silos. La trappe s'ouvre avec un claquement sonore et dans la benne du camion, avec un rugissement et un nuage de vapeur, se déversent plusieurs tonnes d'asphalte chaud. La benne est obligatoirement recouverte d'une bâche pour conserver la précieuse chaleur pendant le transport jusqu'au site de pose.
sur le chantier commence l'acte final de cette pièce. Le tombereau décharge lentement le mélange chaud dans la trémie d'une machine spéciale, le finisseur. Cette machine, en avançant lentement, répartit uniformément l'asphalte sur la surface de la route, formant une couche parfaitement plane d'une épaisseur donnée. À l'arrière du finisseur se trouve une lourde plaque chauffée, appelée la table de lissage. Elle effectue un premier compactage et donne à la surface sa première finesse. Mais l'asphalte est encore mou et meuble. Pour qu'il devienne solide, il faut le compacter. Juste derrière le finisseur suit toute une flotte de lourds rouleaux compresseurs. D'abord viennent les grands cylindres d'acier qui, par leur énorme pression, expulsent l'air du mélange d'asphalte et forcent les cailloux à se serrer les uns contre les autres. Ensuite, des rouleaux à pneus peuvent être utilisés, qui pétrissent la surface, la rendant encore plus dense. Et à l'étape finale, des rouleaux lisses en acier passent à nouveau pour donner à la route sa finesse définitive. Pendant que l'asphalte refroidit, le bitume repasse de l'état liquide à l'état solide. Il colle à jamais tous les granulats entre eux, transformant le mélange meuble en un monolithe solide et imperméable. Après quelques heures, la route, qui était encore chaude et molle, devient dure et prête à la circulation. Et c'est là toute l'essence. De l'explosion dans la carrière aux lourds rouleaux compresseurs sur la route, chaque étape de ce processus vise à créer un revêtement durable et fiable qui supportera des milliers de véhicules chaque jour. Chaque année, plus de 500 000 km de câbles d'ascenseurs sont installés dans le monde. De quoi faire 12 fois le tour de la Terre. Mais qu'est-ce qui rend ces câbles si fiables qu'ils supportent des tonnes de poids chaque jour? Comment? À partir d'un gros fil machine en acier, naît un brin plus fin qu'un cheveu, capable d'arrêter la chute d'une cabine du 10e étage. Et surtout, que se passerait-il si tous les câbles venaient à rompre subitement? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez quelque chose qui vous fera cesser de craindre les ascenseurs pour toujours. La fabrication des câbles d'acier pour ascenseurs est un processus technologique complexe, en plusieurs étapes, et rigoureusement réglementé par les normes européennes, pour garantir une fiabilité et une sécurité maximale. Tout commence avec la matière première, le fil machine en acier, qui est un fil épais, généralement de quelques millimètres de diamètre, livré en grandes bobines. Cette ébauche subit une première étape de transformation cruciale, le tréfilage. Le principe consiste à étirer successivement le métal à travers une série d'orifices de plus en plus petits. Ces orifices, appelés filières, sont fabriqués dans des matériaux ultra durs, comme des alliages spéciaux ou des diamants industriels, pour résister à des contraintes importantes. Avant le tréfilage, le fil machine est soigneusement débarrassé de la calamine en surface et enduit de lubrifiant pour réduire le frottement. À chaque cycle de tréfilage, le fil devient plus fin et plus long, et sa structure cristalline interne se modifie. Elle s'étire et s'aligne le long de l'axe, ce qui entraîne une augmentation significative de la résistance à la rupture. Le nombre de cycles de tréfilage peut atteindre 17 pour obtenir un fil d'un diamètre précisément défini, qui se mesure parfois en centièmes de millimètre. Pour les câbles destinés à être utilisés dans des conditions d'humidité élevée, un revêtement de zinc supplémentaire peut être appliqué pour protéger l'acier de la corrosion.
Le fil à haute résistance ainsi obtenu est la matière première pour l'étape suivante. Le toronnage, qui forme les torons, les principaux éléments de force du futur câble. Cette opération est réalisée sur des machines à toronner spéciales qui tordent avec une grande précision un certain nombre de fils, le plus souvent de 7 à 19, autour d'un fil central. Il existe différentes constructions de torons, définies par le type de contact entre les fils, par exemple ponctuel ou linéaire, ainsi que par le nombre de couches de toronnage. La construction du toron influence directement les caractéristiques d'exploitation du câble, telles que sa flexibilité, sa résistance à l'usure et sa résistance à la fatigue du métal. Une fois les torons prêts, ils deviennent les composants de l'étape finale du câblage, la formation du câble. Lors de cette opération, les torons sont enroulés autour d'un élément central, appelé lame. Lame remplit plusieurs fonctions importantes. Elle comble l'espace entre les torons, empêchant leur déplacement radial et leur déformation sous charge, et sert également de réservoir interne pour le lubrifiant. Lame peut être organique, faite de fibres de sisal ou de chanvre, qui absorbent et retiennent bien le lubrifiant, assurant une lubrification durable de la structure interne du câble. On utilise aussi des ames synthétiques, par exemple en polypropylène, qui sont résistantes à l'humidité et aux environnements agressifs. Pour les câbles travaillant sous des charges particulièrement élevées, on utilise une âme métallique, qui est en réalité un câble d'acier de plus petit diamètre, ce qui confère au produit une résistance et une stabilité à l'écrasement supplémentaire. Une fois le câblage terminé, le câble subit une finition finale. Il est imprégné d'un lubrifiant spécial pour câble. Ce lubrifiant protège de la corrosion et, ce qui n'est pas moins important, réduit le frottement entre les fils individuels et les torons lorsque le câble travaille en flexion, prévenant ainsi leur usure abrasive et les ruptures internes. L'étape finale, et la plus cruciale, est un contrôle qualité complet. Chaque lot de production est soumis à des tests rigoureux. Des micromètres laser vérifient avec une grande précision la conformité du diamètre du câble aux paramètres déclarés. Des échantillons de câbles sont testés sur des machines de rupture pour confirmer leur résistance réelle. De plus, on applique des méthodes de contrôle non destructifs, notamment le contrôle magnétoscopique, qui permet de détecter des défauts internes cachés, comme des ruptures de fils. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces vérifications que le câble reçoit un certificat de qualité, confirmant sa conformité aux normes et son aptitude à l'exploitation. Ainsi, la création d'un câble d'ascenseur en acier est un cycle de production séquentiel et contrôlé, où chaque étape vise à atteindre des performances élevées de résistance et de durabilité. En Europe, plus de 6 millions d'ascenseurs sont en service. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de kilomètres de câbles d'ascenseurs y sont installés et remplacés, assurant le fonctionnement ininterrompu et sûr du transport vertical pour des millions de personnes. En Espagne, on dénombre plus d'1,1 million ascenseurs en service, ce qui en fait le pays avec la plus grande densité d'ascenseurs par habitant au monde. Et maintenant, nous sommes prêts à dissiper l'une de vos plus grandes peurs. Peut-être que certains cesseront de craindre les ascenseurs après cela. La scène où les câbles d'un ascenseur se rompent et où la cabine plonge dans le vide est l'un des mythes les plus populaires, mais aussi les plus irréalistes, créés par Hollywood. La cabine d'ascenseur n'est pas suspendue à un seul câble, mais à tout un système, généralement de 4 à 8, et même plus dans les gratte-ciel. Chaque câble est conçu pour supporter à lui seul le poids d'une cabine entièrement chargée. Ensemble, ils offrent une marge de sécurité colossale, 12 fois supérieure à la charge maximale. Cela signifie que si la cabine pesait 1 tonne, la résistance combinée des câbles serait calculée pour 12 tonnes.
Pour que tous les câbles se rompent simultanément, il faudrait un événement absolument invraisemblable, comme une explosion dans la gaine qui les sectionnerait tous en même temps. De même, à cause de l'usure, ils ne cèdent jamais tous en même temps. Les câbles s'usent progressivement, et tout signe d'usure, comme la rupture de fils individuels ou une réduction du diamètre, est détecté lors des inspections techniques régulières, bien avant que la situation ne devienne le moins du monde dangereuse. C'est la partie la plus importante, que peu de gens connaissent. Imaginons l'impossible. Tous les câbles ont miraculeusement disparu. L'ascenseur ne tombera toujours pas. Dès 1852, l'ingénieur Elisha Otis a inventé un système de sécurité qui est à la base de tous les ascenseurs modernes. Il fonctionne indépendamment des câbles de suspension. En haut de la gaine se trouve un dispositif spécial avec son propre câble auxiliaire, relié à la cabine. Ce dispositif mesure en permanence la vitesse de l'ascenseur. Si la cabine commence à descendre plus vite que la normale, par exemple en dépassant la vitesse de 15%, la force centrifuge dans ce limiteur de vitesse force ses griffes à s'écarter et à bloquer ce câble auxiliaire. Le câble auxiliaire, qui vient de s'arrêter, active instantanément, via un système de levier, les freins principaux, situés sur la cabine elle-même. Ce sont deux puissants parachutes en forme de coin. Ces pièces s'enfoncent avec une force énorme dans les rails de guidage métallique sur lesquels se déplace l'ascenseur. La force de friction est si grande que la cabine s'arrête très brusquement, mais de manière sûre, en l'espace de quelques mètres. En somme, c'est un peu comme si votre voiture, en cas de défaillance de toutes ses roues, déployait automatiquement deux énormes ancres qui se planteraient dans la route pour l'arrêter. D'ailleurs, pourquoi personne n'a encore vraiment inventé un tel système pour les voitures? L'asphalte nous a rendus paresseux. La prochaine fois, vous voulez une vidéo sur la fabrication des voitures ou sur la pose de l'asphalte? Chaque année, plus de 2 milliards d'ampoules sont fabriquées dans le monde. Mais peu de gens soupçonnent qu'à l'intérieur de cette simple poire de verre se cache une température de plus de 3000 degrés, du vide, un gaz inerte et une spirale plus fine qu'un cheveu. Son parcours commence dans les fours, où le sable se transforme en verre incandescent, et se termine dans une chambre de test, où chaque ampoule doit s'allumer du premier coup. Mais il y a un moment dans la production qui est soigneusement gardé secret. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le grand mystère de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une ampoule au moment où on l'allume. La lumière ne naît pas de rien. Dans une usine d'ampoules, tout bourdonne, brille, clignote et transforme du verre, du métal et du gaz en des milliers de sources de lumière chaque jour. Tout commence bien sûr par l'ampoule en verre. Mais d'où vient-elle? Dans la plupart des grandes usines, les ampoules en verre sont fabriquées directement sur place. Cela fait partie de la même chaîne de production. Tout débute avec du sable de quartz, de la soude et du calcaire. On les mélange. On les fait fondre dans des fours à plus de 1500 degrés Celsius. Puis, des machines spéciales soufflent le verre en fusion pour lui donner cette forme de poire que nous connaissons bien. Le processus est entièrement automatisé. Des tubes ou des gouttes de verre sont acheminées vers un moule, où de l'air est injecté, et le verre prend la forme souhaitée de l'ampoule. Ensuite, elle refroidit, est inspectée pour détecter d'éventuelles micro-fissures et poursuit son chemin sur la ligne jusqu'à l'étape de l'insertion du filament de tungstène. Si l'usine est plus petite ou qu'elle sous-traite, les ampoules sont alors achetées auprès de verreries spécialisées qui fournissent des pièces standardisées, en grande quantité, dans des emballages. Mais dans les usines modernes de production de masse, on fond et on forme le verre soi-même,
car c'est plus rapide, moins cher et plus précis. D'abord, les tubes sont chauffés dans des sections de four avec des brûleurs ouverts. Un flux d'air chaud et de flammes s'enroule autour du verre jusqu'à ce qu'il se mette à luire d'un orange vif, comme du métal chauffé à blanc. La température dépasse les 1000 degrés. Le verre devient mou, comme du cuivre sur une enclume. Et là, l'automatisme entre en jeu. Des pinces rotatives saisissent le tube, coupent la longueur nécessaire, et une machine souffleuse, c'est comme ça qu'on l'appelle parfois dans les usines, injecte de l'air dans le verre. La goutte de verre molle et chauffée commence à se gonfler à l'intérieur d'un moule métallique, jusqu'à prendre la forme familière de l'ampoule en poire. Parfois, elle est allongée, ou même sphérique, selon le modèle. Tout cela prend moins d'une seconde, mais dans cette seconde se cachent des décennies de technologie et de calculs précis. L'épaisseur de la paroi, l'uniformité de l'arc, la taille du culot, tout est sous contrôle. Ensuite, l'ampoule avance lentement sur le tapis roulant et entre dans une section de refroidissement contrôlé. Là, sa température baisse progressivement jusqu'à la température ambiante pour que le verre ne se fissure pas. C'est ce qu'on appelle la recuisson, une étape nécessaire pour éliminer les tensions internes. Vient ensuite une inspection visuelle. Des caméras détectent les défauts et des détecteurs particulièrement sensibles repèrent les moindres irrégularités. Seules les ampoules parfaites arrivent à la zone d'assemblage. Dès que l'ampoule en verre a refroidi et passé l'inspection, elle est saisie par une autre ligne, là où le cœur de l'ampoule attend sa place. C'est le filament de tungstène, un fil très fin, enroulé en un ressort serré. On ne peut pas recoudre une chemise avec, mais on peut faire rougir l'air avec lui. Le tungstène, c'est un métal lourd, réfractaire, avec une température de fusion de plus de 3400 degrés. C'est précisément pour ça qu'il est là. Lui seul peut supporter une chaleur de plus de 2500 degrés, au cœur de l'ampoule sans fondre. Le petit ressort est formé à partir d'un fil de tungstène de quelques microns sur des bobineuses spéciales. Des dizaines de mètres de fil sont enroulés automatiquement. Ensuite, les filaments de tungstène sont montés sur 2 supports en nickel qui descendent vers la base. Ces supports sont soudés au contact. Ce sont eux qui laissent passer le courant qui va faire rougir la spirale. Ça a l'air simple, mais ici, tout est d'une précision extrême. La distance entre les spires, la longueur uniforme du filament, la symétrie. Car le moindre déséquilibre produirait une lumière incorrecte, une chaleur inégale et grillerait prématurément. Pendant que le filament est préparé, l'ampoule en verre est ouverte et nettoyée par un flux spécial d'azote sec ou d'air sous pression, car la moindre poussière pourrait devenir un point faible. L'ampoule est un microsystème fermé et sa propreté doit être parfaite. Ensuite, c'est le montage du noyau. Le filament de tungstène avec ses tiges est inséré dans la partie inférieure de l'ampoule, le pied, qui a été préalablement fabriqué en verre résistant à la chaleur. Ici, la mécanique et la résistance thermique se rencontrent. C'est l'endroit où le verre, le métal et le gaz sont en contact, et il doit supporter des dizaines d'allumages par jour pendant des mois. Maintenant, on fait le vide. L'ampoule est encore ouverte. À travers un étroit orifice technique dans le bulbe, on introduit un tube qu'on connecte à une pompe à vide. Tout le superflu, oxygène, humidité, micro-poussière, est aspiré hors de l'ampoule et la pression chute presque à zéro. Ensuite, on injecte un gaz inerte dans l'ampoule, généralement de l'argon ou un mélange d'argon et d'azote. Ils protègent le filament de tungstène de l'oxydation et lui permettent de vivre plus longtemps. Et ce n'est qu'après cela que l'ampoule en verre est scellée hermétiquement, en chauffant le col du bulbe jusqu'à ce qu'il ramollisse.
Il se soude alors à la base où le culot est déjà installé. Le culot, c'est cette même spirale métallique, ou ces deux broches, selon le type, avec laquelle on visse l'ampoule dans la douille. Il est soudé ou serti avec un petit isolant en verre, qui assure la séparation électrique entre les contacts. À ce stade, l'ampoule est presque prête. Mais ce qui est encore plus important, c'est de vérifier son bon fonctionnement. Toutes les ampoules passent un test. Pendant un instant, on y fait passer du courant. Le filament rougit et le moindre défaut est immédiatement détecté. Si l'ampoule ne s'allume pas, un automate l'éjecte dans le bac des rebuts. Si elle s'allume de manière stable, sans scintillement, elle continue son chemin. Ensuite, un contrôle par échantillonnage est effectué pour la résistance au choc et à la température. On laisse tomber les ampoules d'une faible hauteur, dans leur emballage. On les teste à la surchauffe. On vérifie leur durée de vie à tension réduite. Le tungstène doit briller d'une lumière jaune chaud, pas d'un blanc qui agresse les yeux. L'emballage, lui aussi, est automatique. Les ampoules sont triées, insérées dans des étuis en carton ou des alvéoles en plastique qui les protègent des chocs. Tout cela en quelques minutes. Du tube de verre à l'ampoule finie, il ne s'écoule que 3 à 5 minutes. Certaines lignes modernes produisent 6000 ampoules à l'heure, sans jamais s'arrêter. Et quand, au supermarché, vous prenez une simple ampoule, lisse, légère, transparente, tout ce parcours se cache à l'intérieur. Le verre, le feu, le gaz, le métal, l'automatisation, la précision. Et tout ça pour apporter de la lumière dans une seule pièce. Chaque année, dans le monde, plus de 60 millions de tonnes de rails sont produites. C'est plus de 4 millions de kilomètres d'acier qui s'étendent à travers les continents. Mais que diriez-vous si on vous disait que chaque rail est le résultat d'un rituel de feu, d'acier et de chimie, où même une seule molécule de trop peut tout faire échouer? Des températures plus élevées que la lave d'un volcan, un polissage précis au dixième de millimètre près, une soudure plus chaude que le magma. Ce n'est pas juste du métal, c'est le fondement de la vitesse, de la fiabilité et d'un grand secret. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui se cache à l'intérieur de chaque rail. Et pourquoi cette connaissance n'est pas à la portée de tous. D'abord, il faut créer le bon alliage d'acier. On charge dans le haut fourneau de la ferraille, du minerai de fer, du coke et du calcaire, les matières premières qui se transformeront en futurs rails. La température dans le haut fourneau atteint plus de 1500 degrés. Sous cette chaleur infernale, le métal devient liquide, prenant la couleur d'un soleil incandescent. Les ouvriers surveillent attentivement la composition. Même un dixième de % de carbone en trop peut rendre le rail cassant ou trop mou. Après la fusion, l'acier en fusion est coulé dans des moules, des lingotières métalliques qui forment des blocs rectangulaires, appelés lingots ou brames. Ils ne ressemblent pas encore à un rail. Ce sont juste des barres de plusieurs mètres de long et de plus de 30 cm de large. Après la coulée, chaque ébauche refroidit, mais pas complètement. On la garde chaude pour réduire les contraintes pendant le laminage. Cette étape est la base de tout. Si l'acier est de mauvaise qualité, même un laminage parfait ne sauvera pas la situation. Le contrôle ici est donc quasi rituel. Les chimistes vérifient la composition. Les métallurgistes contrôlent la température. Des capteurs automatiques enregistrent l'uniformité du refroidissement. Et seulement lorsque tous les paramètres coïncident,
l'ébauche est envoyée plus loin, dans la fournaise ardente de l'atelier de laminage. Dans l'atelier de laminage, des barres massives, pouvant atteindre 20 mètres de long, sont chauffées dans des fours à plus de 1200 degrés Celsius. Le métal devient plastique, comme de la pâte, mais conserve sa densité et sa résistance. L'ébauche chaude est immédiatement envoyée dans des laminoirs réversibles. Ce sont d'énormes machines avec de lourds cylindres. Elle y passe plusieurs fois, d'abord pour réduire l'épaisseur, puis pour lui donner la bonne forme. Chaque passage est une compression et un étirement du métal, qui se transforme progressivement d'une simple barre en un futur rail au profil complexe, avec un champignon, la tête, une âme, le cou, et un patin, la base. Pour obtenir une géométrie précise, on utilise un laminage de finition appelé calibrage. C'est comme une finition de la forme, où les tolérances ne dépassent pas 3/10 de millimètre. Juste après le laminage, les rails encore chauds subissent un processus de refroidissement. On les souffle uniformément avec de l'air, ou on les laisse refroidir à l'air libre. Il est crucial que le refroidissement soit symétrique, sinon le métal pourrait se déformer. Pour assurer un trajet fluide et sans choc à grande vitesse, les rails individuels sont soudés en longues sections, jusqu'à 400 mètres sans aucun joint. La méthode principale est la soudure par aluminothermie. Dans un moule spécial, on laisse un espace de quelques millimètres entre deux rails. On y verse un mélange d'acier en fusion, obtenu par la réaction de poudre d'aluminium avec de l'oxyde de fer. La température atteint jusqu'à 2500 degrés. Ce métal en fusion pénètre dans les deux parties du rail et enveloppe la zone de jonction. Quand il se solidifie, il forme une liaison monolithique, plus solide que le rail lui-même. Ensuite, l'excès de métal est à couper et la zone de soudure est polie pour obtenir un niveau parfait, sans la moindre saillie. Chaque joint est contrôlé par ultrasons ou par courant de Foucault pour s'assurer qu'il ne reste aucune microfissure cachée. Ces longs rails sont plus faciles à transporter qu'il n'y paraît. On les enroule sur des tourèbes spéciaux ou on les transporte sur des wagons à plateforme pivotante. Et une fois sur le chantier, les sections sont à nouveau assemblées, cette fois par soudure ou à l'aide de joints boulonnés spéciaux. Le résultat, un fil de rail qui s'étend sur des kilomètres, sans le moindre clic-clac. Ce même glissement silencieux que nous tenons pour acquis dans les trains à grande vitesse. Mais d'abord, après le laminage et la soudure, les rails sont encore vivants. Des contraintes résiduelles demeurent à l'intérieur du métal et la structure des grains doit être stabilisée. C'est là qu'intervient le traitement thermique, qui confère au rail sa résistance, sa durabilité et sa longévité. Et ça ressemble presque à une séance de spa métallurgique. Le rail est rapidement chauffé à haute température, environ 1000 degrés. Cela se fait dans des fours longs de plusieurs dizaines de mètres où la température est contrôlée au degré près. À ce moment, le réseau cristallin de l'acier passe à un nouvel état, l'austénite. Mais le plus important commence après. Le rail est refroidi instantanément. Des jets d'eau à haute pression sont dirigés le long du champignon et de l'âme, précisément la partie sur laquelle roule la roue. La température chute de manière fulgurante et dans la structure du métal se forme la martensite, une phase extrêmement dure et résistante à l'usure. Mais pour éviter la fragilité, le rail est à nouveau chauffé lentement, puis refroidi. Cela équilibre la structure, élimine les contraintes internes excessives et garantit que le rail résistera au gel, à la chaleur et à des milliers de trains par jour. Au final, le métal conserve sa forme et supporte une pression de plusieurs dizaines de tonnes par pouce carré sans se déformer. Avant que le rail ne prenne la route, il subit toute une série de tests rigoureux, comme s'il postulait pour rejoindre l'armée des transports à grande vitesse.
Dans des laboratoires spécialisés, on vérifie sa résistance, sa dureté, sa géométrie et ses défauts internes. D'abord, le contrôle par ultrasons. On envoie des ondes à haute fréquence dans le rail. S'il y a une micro-fissure ou une cavité à l'intérieur, le signal est réfléchi et révèle le problème. Ensuite, la mesure de la dureté sur toute la longueur, pour s'assurer que le traitement thermique a été uniforme. En parallèle, on vérifie la rectitude et le profil. Des capteurs laser scannent chaque pouce, détectant même les plus légères déformations qui pourraient causer des vibrations ou de l'usure. Et pour finir, les tests de flexion et de choc. Un fragment de rail est soumis à une pression des dizaines de fois supérieure au poids d'un train, pour s'assurer qu'il relèvera tous les défis sur son parcours. Quand le rail a passé avec succès tous les tests, vient le moment du voyage le plus responsable, vers le site de pose. Mais comment transporter ces gigantesques bandes de métal, longues de plus de 90 mètres? Les camions ordinaires n'y arriveraient pas. On utilise ici des wagons-plateformes spéciaux avec des supports incurvés qui réduisent les contraintes et empêchent le rail de fléchir ou de vibrer pendant le transport. Parfois, les rails sont transportés déjà soudés en sections encore plus longues, de 400 à 600 mètres. Avant la pose, les rails sont chauffés ou refroidis en fonction de la température ambiante. C'est nécessaire pour compenser la dilatation et la contraction thermique du métal. Sinon, par temps chaud, il se déformerait. Et par temps froid, des fissures se formeraient. En pratique, chaque rail est posé en tenant compte de ces changements physiques, généralement à un point de contrainte thermique nul. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 20 milliards de kilos de viande de poulet. C'est une échelle difficile à imaginer. Mais comment un simple poulet se transforme-t-il en ce morceau appétissant qui arrive sur votre table, au restaurant ou à la maison? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les secrets de la production industrielle de poulet, de la sélection automatique jusqu'à cette croûte croustillante qui a conquis des millions de fans de KFC. Vous allez découvrir comment les technologies modernes, les robots et l'intelligence artificielle garantissent la qualité parfaite de chaque morceau. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un processus de haute précision, où chaque étape est contrôlée, prêt à tout voir de vos propres yeux. Vous aimez le poulet frit de KFC autant que moi? Eh bien, tout commence avec une matière première de qualité. Les poulets sont fournis par de grandes entreprises agricoles américaines qui respectent des normes de sécurité et de qualité super strictes. Une fois arrivés à l'usine, les poulets passent par une série d'étapes de traitement automatisées et contrôlées qui assurent une qualité et une sécurité irréprochables du produit. D'abord, les poulets sont déchargés et dirigés vers des chaînes de convoyage où commence une inspection automatique. Avec des caméras haute résolution et des capteurs, on vérifie l'aspect extérieur des carcasses, absence de blessures, conformité de la taille et du poids. Des systèmes d'intelligence artificielle analysent les images et écartent les produits non conformes, garantissant que seules les carcasses de qualité passent aux étapes suivantes. Ensuite, c'est l'étape de la plumaison. La volaille est plongée dans de l'eau chaude pour ramollir les plumes. La température doit être d'environ 60 degrés, donc c'est vraiment de l'eau bouillante. Puis, des machines automatiques avec des brosses rotatives et des systèmes d'aspiration enlèvent les plumes rapidement et efficacement. Ces installations peuvent traiter jusqu'à 10 000 carcasses à l'heure, ce qui rend le processus incroyablement productif. Après la plumaison, les carcasses subissent un traitement sanitaire, un lavage dans plusieurs chambres avec de l'eau purifiée, où on élimine les restes de saleté et les bactéries.
L'étape suivante, c'est la découpe des carcasses en morceaux. Grâce à des découpeuses automatiques de haute précision et à des systèmes robotisés, on sépare les cuisses, les ailes, les poitrines et les autres parties. Chaque morceau passe un contrôle de poids et de qualité pour correspondre aux standards. Le poids de chaque partie est enregistré et l'information est envoyée au système de gestion de la production. En parallèle, on effectue des contrôles de sécurité microbiologique. Des échantillons aléatoires sont analysés en laboratoire pour garantir l'absence de pathogènes. Toute la production est ensuite étiquetée, emballée et dirigée vers la marinade ou la congélation. Ensuite, le poulet est mariné dans une saumure ou du bas beurre, lait ribot, pour que la viande reste bien juteuse. Puis, chaque morceau est enrobé dans le mélange secret de 11 herbes et épices, qui est divisé en 2 parties et mélangé seulement juste avant de paner. Ça, c'est pour garder la recette secrète. Le poulet pané est ensuite frit dans une friteuse spéciale sous pression à une température d'environ 185 degrés pendant 7 ou 10 minutes. Cette méthode permet de conserver le moelleux de la viande et la panure devient croustillante et super parfumée. Après la friture, le poulet est refroidi et emballé, prêt à être livré dans les restaurants du monde entier. Mais si vous êtes plutôt bœuf, il est temps de jeter un œil à la fabrication du Big Mac chez McDonald's. Pour créer ce goût légendaire, McDonald's utilise uniquement du bœuf 100% frais provenant de fournisseurs certifiés, qui respectent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées. La viande subit un contrôle rigoureux dès la ferme, puis à l'usine. Elle est hachée et transformée en steak, pesant exactement 45,4 grammes, la taille parfaite pour le burger classique. Pour conserver la fraîcheur sans aucun conservateur, les steaks sont rapidement congelés à une température de moins 18 degrés, ce qui permet de préserver leur jutosité et leur goût naturel. Les pains pour le Big Mac sont cuits sur de grandes lignes automatiques, où la pâte est pétrie avec des ingrédients naturels, façonnés et parsemés de graines de sésame. La cuisson se fait à une température d'environ 220 degrés, ce qui donne une texture tendre et moelleuse et un arôme agréable. Ces pains, c'est la base idéale qui se marie harmonieusement avec les autres ingrédients. Les légumes, laitue iceberg fraîche, oignons, cornichons marinés, sont soigneusement lavés et coupés, puis conservés dans des conditions optimales pour rester croquants et frais. Le fromage est coupé en fines tranches et la sauce est préparée selon une recette secrète qui ajoute ce goût inimitable. Dans les restaurants, les steaks sont grillés sur un grill à double plaque chauffante à une température de 218 degrés pendant seulement 42 secondes. C'est le temps exact qu'il faut pour obtenir une croûte appétissante à l'extérieur, tout en gardant la viande juteuse à l'intérieur. Ensuite, les employés assemblent rapidement et avec soin le Big Mac. Pain du bas, sauce, oignons, laitue, fromage, steak, pain du milieu, on répète les couches, et le pain du haut. Tout le processus, de la congélation des steaks à la présentation du burger fini, ne prend que quelques minutes pour que chaque client reçoive un Big Mac chaud, frais et délicieux. C'est pour ça que ce burger, depuis plus de 50 ans, reste le symbole adoré de la restauration rapide et de qualité pour des millions de gens dans le monde. Saviez-vous que la pizza pepperoni chez Domino's, on la prépare depuis 65 ans? C'est à cette époque que 2 frères ont acheté une petite pizzeria aux États-Unis, dans la ville d'Ypsilanti. Les frères ont payé un acompte de 75 $ et ont emprunté 500 $ pour couvrir les frais suivants. Les frères promettaient que chacun recevrait sa pizza en 30 minutes. Cette règle est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui. Tout commence avec la pâte. La farine est mélangée avec de l'eau, de la levure, du sel et de l'huile dans de grands pétrins industriels.
On laisse la pâte lever dans des conditions d'humidité et de température contrôlée pour qu'elle devienne moelleuse et élastique. Ensuite, on la divise en portions, on forme des disques avec des presses et on les refroidit rapidement pour conserver leur fraîcheur. La sauce tomate est préparée avec des tomates fraîches qui sont lavées, pelées et réduites en purée. La mozzarella est râpée et le pepperoni est coupé en fines tranches. Sur la base de pâte, on étale la sauce, on parsème de fromage, on dispose le pepperoni et on enfourne à une température d'environ 260 degrés pendant quelques minutes. Résultat, une pizza croustillante et parfumée avec du fromage filant et des tranches de pepperoni bien relevées. Domino's Pizza, c'est la plus grande chaîne de pizzerias au monde, qui produit environ 1 milliard de pizzas chaque année à travers le globe. Leur tout nouveau centre de production de pâtes automatisé en Indiana est capable de fabriquer jusqu'à 50 lots de pâtes par jour, ce qui correspond à environ 88 000 pizzas quotidiennement. Impressionnant, non ?